Bonsoir à tous et je suis heureux de vous voir, tous en forme et merci déjà d'être, présents avec moi et d'avoir accepté de participer à cette webconférence, peut-être pour la première fois pour certains d'entre vous. J'espère vous envoyer dans les étoiles et bien ailleurs encore et le thème de la conférence, peut-être vous l'avez pas encore vu, c'est le pouvoir de l'imagination créatrice, un don, divin. Quel est le but de cette webconférence? C'est de marier science et spiritualité sans faire de violence ni à la science, ni à la spiritualité. Donc comment on va faire ça? Eh bien, tel est l'objectif de ce soir. J'espère vous montrer comment on va pouvoir faire ça. Très bien. On va commencer tout de suite par cette première illustration. La voici. C'est une illustration de présentation, le pouvoir de l'imagination créatrice, un don divin. Et on commence par la première. Ah, donc celle-ci est très importante. Univers holographique à gauche, comme vous voyez bien, et ensuite il y a des notes, et je vais définir et exposer toutes les notes. Théorie de la simulation, mécanique quantique, horloge cosmique, ordinateur cosmique, robotique, projection de notre univers depuis un autre plan de la réalité, celui d'un pur champ informationnel et champ informationnel à géométrie plane. Vous inquiétez pas des grands termes, je vais tout expliquer. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Ok? Donc, lorsqu'on parle d'un univers holographique qui est très à la mode actuellement, parce que c'est une théorie scientifique qui commence à prendre de l'ampleur. Et la théorie holographique s'accompagne toujours d'une autre théorie qui est la théorie de la simulation, la première note. Voilà. Je reviens vers vous, je vais vous expliquer ça et ensuite je vais reprendre toutes les notes. OK. Qu'est-ce qu'un univers holographique? L'univers holographique consiste à penser et à croire que nous vivons tous, tous, dans un univers de simulation, dans un univers ordonné et programmé par un ordinateur cosmique. Et cette programmation de l'ordinateur cosmique est faite par un réseau informatique mathématique. Ce qu'il se passe, c'est que je vais commencer à montrer la théorie ambiante qui commence à prendre de l'ampleur et par la suite, je vais essayer de la déconstruire et vous allez voir pourquoi elle est importante de la déconstruire cette théorie-là, holographique et simulation. Bon, la simulation, c'est comme la réalité virtuelle. C'est la même chose. Ça veut dire que nous vivons dans une illusion. Et cette illusion dans laquelle nous vivons, nous avons l'impression que les choses existent, mais tout ça, ça n'existe pas. Tel est le principe même de l'hologramme. Donc, notre conscience, ainsi que toute la réalité, tangible ou pas, est le fruit d'un ordinateur cosmique mathématique qui produit cette réalité virtuelle. Et donc, toutes les consciences ne sont pas présentes sur cette réalité-là. Elles sont projetées sur une surface dite virtuelle. Donc, nous ne sommes pas ici. Nous sommes non locales selon cette théorie-là de la simulation. C'est-à-dire que notre conscience ne réside pas sur cette réalité-là. Elle est projetée depuis une autre réalité qui, elle, est vraie. Et cette réalité-là, elle est mathématique. Donc, depuis un champ pur informationnel, est projetée dans un espace une réalité virtuelle simulée. Donc, nous vivons dans une simulation. C'est ça, la théorie de la simulation. Si vous connaissez le film Matrix, ça vous parlera. Hein. Et Truman Show aussi d'un certain sens, si vous avez déjà vu ce film-là, c'est un peu ce mensonge constant où nous vivons et nous pensons qu'il n'y a que ça. Et lorsqu'on ouvre la porte, on découvre que c'était une bulle, ça n'existait pas tout ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un programme informatique qui écrit la réalité dans cette théorie-là, de l'hologramme et de la simulation. Et cette vision-là,
Eh bien, ce qui se fait, c'est que nous vivons comme dans un cinéma. C'est du théâtre tout ça. C'est du théâtre. Il faut bien le comprendre, tout est illusion et les physiciens, qui s'ancrent dans cette vision-là, dans cette théorie-là et qui essayent de la promouvoir, essayent d'établir un pont, vous voyez? Un pont entre les philosophies orientales qui proposent une certaine vision qui se ressemble et cette théorie de la simulation. Quelle est cette théorie, orientale? Elle vient de l'Inde et elle vient de l'hindouisme, du bouddhisme également. C'est la Maya. C'est-à-dire que dans la vision hindoue, l'univers est une Maya, c'est-à-dire une illusion. J'emploie le terme juste illusion et après je vais déconstruire tout ça, hein. C'est donc en Inde et dans le bouddhisme, on nous enseigne que l'univers dans lequel nous vivons est une Maya, une forme d'illusion et que la réalité ultime et la seule réalité qui est ailleurs et donc cette philosophie-là rejoint celle de la simulation. Mmh. Donc écran de cinéma, pièce de théâtre. On va reprendre maintenant les 2 autres notes. Voilà et maintenant, mécanique quantique et horloge cosmique. Cette théorie de la simulation fonctionne avec la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est de la mathématique, c'est de l'énergie quantifiable et mathématique et donc tout est réglé d'une manière, je dirais horlogée, voilà et donc comme vous le voyez, on réside dans un ordinateur cosmique et nous sommes tous comme des robots dans cette vision-là. Tout est robotique selon cette technologie et cette mécanique quantique. Et donc là, vous l'avez saisi, je l'ai déjà expliqué, c'est une projection de notre univers depuis un autre plan de la réalité. C'est celui du pur champ informationnel d'ordre mathématique, hein, d'ordre mathématique. Ensuite, ce champ informationnel est à géométrie plane, alors que nous vivons dans une géométrie en 3 dimensions, en 3D. Donc la réalité d'où nous venons, selon cette théorie-là, est une géométrie plane, informatique et informationnelle. OK, on passe à la deuxième illustration. La voici. Projection de notre univers par l'entremise de la lumière. Alors ces petites images que vous voyez là, c'est pour présenter un peu ce modèle-là de la simulation. Donc géométrie plane, tout ce qui sort de cette géométrie plane, que par projection, holographique bien sûr, hein, hologramme, univers hologramme, est le fruit de la lumière. Voilà, donc c'est la lumière qui se tient au centre de la projection holographique, comme un vrai hologramme, hein, comme un vrai hologramme. On continue la suite. Ici, vous avez le schéma de notre univers, heu, holographique et là, vous avez un homme robotique purement mathématique qui exprime, l'idée que je viens de vous présenter. Dans cet univers, bah, il y a pas d'âme et en réalité, il y a pas de conscience. Tout est mathématique et tout est quantifiable et tout est technologique. Ce qu'il se passe maintenant, je reviens à vous. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a de très graves problèmes avec cette théorie de la simulation. La première des choses à dire, c'est que la physique actuelle la physique actuelle telle qu'elle est présentée et telle que l'angle actuel, elle s'oriente vers une direction, hein, holographique et simulation, heu, est contre-productif pour la spiritualité, bien qu'ils veulent mettre un parallèle avec la philosophie hindoue et bouddhiste, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous vivons dans un univers mécanique et cet univers mécanique est le fruit d'une horloge, d'un ordinateur, comme vous le voyez. Le problème est là, c'est que tout ceci contredit tout ce que la spiritualité essaye d'enseigner justement. L'univers est dit vivant, l'univers est dit conscient et nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes des pures consciences
et nous ne sommes pas un champ informatique ou informationnel. C'est 2 choses différentes et je vais essayer de vous montrer la distinction, hein, dans les images qui vont suivre. Ce qu'il y a, c'est que, au XVIIIe siècle, l'idée est née chez les, hommes de lumière, entre parenthèses, on parle de justement de l'époque des Lumières, XVIIIe siècle, qui propose un univers mécanique, une horloge, tout fonctionne automatiquement. Il n'y a plus besoin d'une conscience, d'un esprit supérieur, d'une divinité qui organise tout ça. On veut s'en débarrasser et ça a été fait. Et lorsqu'ils se sont débarrassés de tout ça, ils ont créé et amené un univers qui fonctionne par lui-même, comme une horloge. Il suffit de la régler et elle fonctionne automatiquement. Ça veut dire qu'elle a besoin de personne. Cette façon de penser va donner naissance à la mécanique de l'univers, que ça soit la mécanique dans le macrocosme, c'est-à-dire le fonctionnement des planètes et des galaxies, ou le fonctionnement subatomique, c'est-à-dire quantique, et on l'appelle mécanique quantique. Et vous comprenez maintenant le terme de mécanique. Mécanique sous-entend un univers sans âme, sous-entend un univers sans conscience. Il n'y a que des maths qui expliquent tout ça. Le reste, c'est que des maths. Le reste, c'est de l'illusion. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est là le problème. C'est que nous ne pouvons pas valider en tant que personnes spirituelles ou qui suivent des traditions, cette théorie-là, parce qu'elle simule la vraie philosophie spirituelle. Elle simule le vrai enseignement. Et là, il y a un simulacre. Ce n'est pas une simulation comme on l'entend, c'est un simulacre. Ça veut dire que ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Donc, si vous regardez bien la société dans laquelle nous vivons dans une société qui prône la technologie, la robotique et l'intelligence artificielle. Tout est mécanique. Et nous voulons construire des hommes à l'image de cette technologie et de cette philosophie mécanique du monde qui est le matérialisme spirituel. Ça, c'est un mot important. Le matérialisme spirituel. On considère que tout est mathématique parce que tout est géré par une IA, un ordinateur cosmique, besoin d'aucun esprit supérieur, et ainsi de suite. Parce que nous résidons et nous vivons dans un univers matérialiste qui s'est débarrassé de la divinité suprême et pour la remplacer, eh bien, on a inventé un système mécanique. Ça fonctionne tout seul. Voilà. Ça, c'est antiproductif dans la spiritualité à cause de ça. On va passer aux images suivantes. OK? Je N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair, hein. OK. Donc univers sans âme et sans conscience. La conscience humaine dévoile que nous ne sommes pas des machines. Et la première chose que je vais essayer de faire, c'est vous montrer que cette théorie-là, bien qu'elle simule une véritable philosophie spirituelle, n'en est pas une. N'est pas de la spiritualité, c'est du matérialisme spirituel. Il faut bien s'entendre sur ça. C'est du matérialisme qui réduit la spiritualité à que de la matière. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut surtout pas proposer de nouvelles théories qui viennent invalider cette théorie qui est présentée par les physiciens. Ce qu'il faut faire, c'est savoir observer. C'est la seule chose qu'il va falloir faire. Et tout au long de la présentation que je vais essayer de vous montrer, c'est savoir observer. Savoir observer. Donc, pour cela, on va essayer de montrer une chose. La conscience modifie la réalité selon une échelle de densité et d'intensité. Petite erreur ici, ne vous inquiétez pas. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Donc, la conscience modifie la réalité selon une échelle de densité et d'intensité. Qu'est-ce que cela veut dire? Les physiciens ont découvert ce principe-là il y a une centaine d'années, que la conscience, ou l'intention même, modifiait la trajectoire, hein, des photons. C'est la fameuse fente de Young, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, c'est assez connu, je ne vais pas vous rabâcher ça, mais c'est ce qui a donné
l'idée aux physiciens, l'intrication de la conscience avec la matière et qu'en réalité, il n'y avait aucune séparation entre la conscience et la matière et ça ne formait qu'une seule chose, tout ça. Par conséquent, ils se sont aperçus de ça et ils ont proposé la théorie de la simulation et tout ce que l'on vient de décrire. Donc la conscience qui modifie la matière est une chose connue en physique, mais pas du tout en biologie et ailleurs, hein. Donc, comment on peut voir que la conscience modifie la matière, hein? Selon une échelle de densité et d'intensité. La première des choses, il faut recoller le morceau entre la physique et la biologie. Cela veut dire que lorsqu'on regarde en biologie, lorsqu'on nous donne un placebo et que ce placebo est non réel, qu'il n'existe pas, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe une chose, c'est que le placebo fonctionne parce on y croit, on y croit. Et donc, il y a quelque chose dans la conscience de l'ordre biologique et psychologique qui agit sur la matière, parce qu'on y croit, parce que l'intention y est. Et il y a la même chose dans le nocebo. C'est-à-dire le nocebo, c'est ce qui ne fonctionne pas. Le placebo, c'est ce qui marche. Donc en biologie et en psychologie, on connaît parfaitement le pouvoir de la conscience sur la matière. Quand on croit que ça marche, on appelle ça un placebo. Quand on croit que ça ne va pas marcher, on appelle ça un nocebo. Et lorsqu'on accole cette vision du monde avec celle des physiciens découverts justement avec le pouvoir de la conscience sur la matière, hein, avec les deux fentes de Jung, on s'aperçoit que la conscience n'est pas dissociée de la matière. Elle est au contraire intriquée avec la matière et qu'elle ne fait qu'un. Il y a une relation commune avec la matière. Donc, vous allez voir le sens de densité et intensité un peu plus tard. On va garder ça entre deux, dans un coin de nos têtes, hein. Alors, corrélation qualitative et quantitative entre l'énergie physique et la conscience. Ensuite, la conscience n'est pas sécrétée par le corps, il permet de la manifester de l'énergie diffuse à l'énergie solidifiée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, prenez la première note là, selon la qualité et la quantité d'énergie présente dans le monde physique, eh bien, la conscience va pouvoir agir sur sa propre matière. Et donc, cette quantité et cette qualité d'énergie suit la densité et l'intensité de cette conscience. Vous allez voir comment ça marche. Ensuite, la conscience n'est pas sécrétée par le corps, il permet de la manifester, de l'énergie diffuse à l'énergie solidifiée. Vous allez voir, je vais expliquer ça tranquillement. Ok. Bon, alors, lorsqu'on dit que la conscience n'est pas sécrétée par le corps, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons à contre-courant de la matérialité et de toutes les sciences qui nous présentent justement que cette conscience est sécrétée par le corps. Donc, il n'y a que la physique qui commence à sortir de cette matérialité-là. On parlait d'une conscience non locale, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là, et donc notre conscience n'est pas présente ici, puisque c'est un hologramme, mais par contre, nous sommes prisonniers avec la biologie et la psychologie, puisque ces deux disciplines-là affirment que notre conscience est le fruit de notre activité corporelle, et puis c'est tout. Comme la salive, vous voyez, la salive est sécrétée par l'organisme. Et donc, toutes nos activités cognitives, émotionnelles sont sécrétées par l'organisme. Ce qui est vrai, puisqu'on peut l'observer par les activités corporelles. Mais ce que je veux essayer de dire, en disant, je vous répète la note, la conscience n'est pas sécrétée par le corps, il permet de la manifester. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que, au départ, eh bien, il y a
une énergie lumineuse, puissante, qui va descendre sur le plan de la matière et activer la matière pour s'y dévoiler, pour se projeter en elle afin qu'elle prenne une certaine teinte et forme. C'est ce qu'on va appeler l'émergence de la conscience dans la matière. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche, hein. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la matière en réalité, y compris le corps humain, n'est pas la source première de cette énergie de conscience. Elle en est celle qui, elle est, je veux dire, celle qui permet de la déployer, celle qui permet de la révéler, de la manifester. Et donc, il y a quelque chose qui se diffuse dans le monde quantique, dans le monde de la matière, et par cette matière-là, par cette énergie contenue dans cette matière, elle va organiser son espace intérieur qu'on va appeler la conscience et le monde psychique. Donc cette organisation de l'intérieur, de la conscience et du monde psychique va donner le moi. Le moi est vraiment le fruit de la matière, de l'activité de la matière, mais son énergie ne provient pas de l'activité de la matière. Elle a été activée. C'est ça la chose. Et donc la manifestation de la conscience sur le plan terrestre contredit, par rapport à ce schéma-là, contredit que nous ne sommes que de la matière. Parce que si nous sommes sécrétés par la matière, ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on meurt, on disparaît avec la matière. Vous voyez? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, pour commencer à contrecarrer et à déstructurer un peu la théorie de la simulation et l'imagination créatrice, pour la mettre en place, il faut concevoir quelque chose. Et on parle de savoir observer. Vous allez voir comment ça marche, hein. C'est que lorsqu'on s'observe soi-même, c'est-à-dire quand on regarde la manière dont on fonctionne à l'intérieur de soi, on découvre un monde psychique et on peut être maître de son monde psychique. La question est, qu'est-ce qui peut être maître de soi-même si nous ne sommes que de la matière? C'est ça la question. Qu'est-ce qui peut dominer la matière et même la moduler, hein, l'orienter selon une certaine direction, influencer la matière avec un effet placebo et nocebo, influencer la matière avec l'intention en physique quantique? La question est, si nous ne sommes que de la matière, comment se fait-il que nous pouvons agir sur elle? Il y a un hic dans la présentation. C'est ça le gros problème en biologie actuellement et en physique. Ça, c'est un gros problème. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que il y a vraiment quelque chose en nous lorsqu'on s'observe soi-même qui est indépendant de notre espace psychique et notre espace, bien sûr, d'action dans la matière, qui peut agir sur notre espace psychique et dans l'espace de la matière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas dépendant de la matière, mais qui active la matière. Et c'est ce qu'on va appeler l'énergie de la conscience. Donc ça, c'est lorsqu'on s'observe soi-même. Lorsqu'on s'observe soi-même. Ensuite, j'ai noté quelque chose. J'ai noté la conscience n'est pas sécrétée par le corps, il permet de la manifester. De l'énergie diffuse à l'énergie solidifiée. Ça, c'était la suite de cette petite note. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que cette énergie première, elle est diffuse, elle est éparpillée, elle est impalpable et indétectable. Et elle commence à se solidifier, se cristalliser à partir du moment où elle entre en contact avec la matière. Et lorsqu'elle entre en contact avec la matière, elle déploie un moi, elle déploie une manifestation. Et là, on est dans l'énergie diffuse qui se solidifie. Et il y a un rapport de qualité et de quantité de cette énergie. N'oubliez pas, hein, vous pouvez poser vos questions. On continue, on continue. La conscience est un processus de réitération. Et là, on va parler de l'univers fractal. OK. Ensuite, de l'univers anthropique.
Si on parle d'un univers fractal, cela sous-entend ça. Se comprendre revient à comprendre le tout, où la partie révèle l'ensemble ou la totalité. Donc, je vais vous expliquer ces 3 petites notes. La conscience est un processus de réitération. Réitérer, c'est répéter, reproduire le même schéma. Lorsqu'on observe la nature, on découvre qu'il n'y a qu'un seul schéma qui se répète indéfiniment. Le même schéma qui se répète du macrocosme jusqu'au microcosme. Et vous allez voir, je vais essayer de le montrer tout à l'heure à travers de nombreuses illustrations, ce qui nous permettra de comprendre que savoir observer ce qui nous entoure permet de comprendre la totalité sans faire de théorie. Pour l'instant, je pose juste les mots et ça sonne creux parce qu'il n'y a rien pour appuyer sur ce que je viens de dire. Mais bon, la conscience est un processus de réitération. Le processus de réitération, c'est comme un arbre. Ça veut dire que lorsque vous regardez une branche, il y a une autre branche qui pousse et cette branche-là reproduit le même schéma que la première branche. Et ensuite, à son tour, cette branche reproduit le schéma et ça fonctionne comme ça. On appelle ça arborescent. L'arborescence, c'est un même schéma qui est réitéré à toutes les échelles et de plus en plus petite. Donc au départ, c'est très vaste, c'est très grand, et ensuite ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Et ce schéma de réitération, c'est un schéma de condensation de l'énergie, justement. C'est-à-dire que dans l'univers macrocosmique, il y a une énergie incommensurable, et quand cette énergie commence à se condenser, s'organiser dans une voie de complexification, elle va organiser la matière d'une manière réitérative, donc fractale, à chaque échelle de la réalité. Et c'est ainsi que nous vivons sur un plan de la réalité, il y en a plusieurs, qui est l'exacte formulation des autres plans de réalité dans un schéma réitératif. Ça, c'est sur le schéma, disons simplement, du processus de la création. Et lorsqu'on observe la nature produit toute chose grâce à ce même schéma, que ça soit les végétaux, les animaux et même les minéraux. Tout est réitératif. Et ce schéma-là, observable, je vais vous le montrer tout à l'heure, ce schéma-là, observable, nous montre quoi? Nous montre que ce que nous observons autour de nous existe sur une échelle plus haute et plus grande. Donc il n'y a pas besoin de théorie pour comprendre le macro, c'est-à-dire la globalité, la totalité, le tout, puisque tout est présent autour de nous, dans un schéma en miniature. Et cela vaut également pour la conscience. Il n'y a pas plusieurs schémas, il n'y en a qu'un. Notre conscience est une réitération d'une conscience qui vient d'ailleurs. Et cette conscience qui vient d'ailleurs, elle est cosmique, elle va condenser son énergie pour se manifester sur le plan de la matière. Et cette manifestation sur le plan de la matière, c'est une réitération, est une manifestation de quelque chose qui a déjà eu lieu sur d'autres plans de la réalité. Et donc, l'énergie est condensée, 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 jusqu'à se cristalliser, se solidifier. Donc, la conscience est un processus réitératif et l'univers est réellement fractal et je vais le vous montrer tout à l'heure. Et cet univers fractal se lie à un univers anthropique. Qu'est-ce que l'univers anthropique? L'univers anthropique contrecarre l'univers matérialiste proposé par la simulation. Qu'est-ce que cela veut dire univers anthropique? La théorie de la simulation fonctionne avec la théorie du hasard. Les probabilités, tout est mathématique, c'est pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde quantique, il n'y a pas un monde qui se superpose au monde quantique et qui active déjà le monde quantique parce que tout provient du monde quantique. Donc, percevoir de cette manière-là, c'est comprendre que la conscience est sécrétée par l'univers quantique et disparaîtra avec lui. Mais lorsqu'on appose à cet univers quantique qui déploie toute la matière organisée telle qu'on la voit autour de nous, hein, eh bien, lorsqu'on appose un univers au-delà du monde quantique,
qui est celui de l'esprit, nous allons en parler tout à l'heure, qui est qui est celui qui active la matière pour lui organiser, je dirais, l'énergie, eh bien, c'est cette impulsion énergétique qui produit l'ordre, l'organisation et tous les schémas réitératifs de l'univers fractal dans la matière. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend qu'il y a un univers au-delà de l'univers quantique, qui est l'univers archétypal, l'univers de l'esprit, qui n'a rien de quantifiable et de mesurable, qui n'est pas détectable et qui n'est pas, je dirais, percevable par aucune technologie. Et cet univers de l'esprit est celui qui pulse la matière et qui l'active. Et cette matière débute par le monde quantique. Résultat, cette énergie qui descend de ce monde de l'esprit, c'est cette conscience qui va commencer à se déployer dans la matière. Mais pas uniquement, puisque toute la matière est un déploiement en réalité de cette réalité supérieure indétectable, celui de l'esprit. Donc il faut poser au-dessus du monde quantique une réalité, celle des archétypes ou de l'esprit. Je vais vous montrer après un peu plus clairement comment cela fonctionne, hein. Ce qu'il y a, c'est que la divinité est la conscience cosmique. Et nous sommes une réitération à notre échelle, selon l'univers fractal, de cette conscience cosmique. Cette conscience cosmique n'a fait que se déployer dans l'espace de matière en activant la matière. Et lorsqu'elle a activé la matière à différentes échelles d'intensité, elle a déployé différentes réalités et des types et des catégories de conscience. Et dans notre espace de la matière, nous résidons dans un espace où, en fin de compte, nous et toute la matière et toute la nature déploient les réalités de l'esprit. Donc nous sommes une conscience cosmique à notre échelle qui réitère le schéma spirituel au niveau de l'esprit, hein. Si ce n'est pas clair, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Cette conscience cosmique, puisqu'elle est de nature fractale, parce qu'elle nous a fractalisés, elle nous a déployés, parce que la nature fonctionne comme ça, elle a insufflé dans la nature et dans la matière une intention. Et cette intention, c'est l'univers anthropique. Qu'est-ce que l'univers anthropique? L'univers anthropique, c'est l'intention de la divinité de susciter des consciences dans la matière. C'est ça anthropique, anthropos en grec. Donc tout l'univers de l'espace galactique, au plus lointain jusqu'au plus proche, a pour objet de susciter des consciences à différentes échelles de réalité. Parce que le but même de l'esprit cosmique, c'est de déployer des consciences par l'univers fractal. Donc, elle veut reproduire cette conscience, sa propre réalité, à travers toute l'échelle de la réalité. Donc, univers anthropique dépend également de l'univers fractal. Ça contrecarre l'univers des probabilités des mathématiciens et de la simulation. Qu'est-ce que la probabilité? Ce qu'il y a et ce qu'ils proposent, c'est que notre univers, étant une simulation, étant mathématique, est une probabilité parmi tant d'autres. Dans notre univers, il y a de la conscience. Et dans d'autres univers, il n'y en a pas. Dans d'autres univers, les lois changent constamment. Et dans un autre univers, les lois sont complètement inversées. C'est-à-dire que dans la théorie de la simulation, il y a un plurivers. Et ce plurivers est possible parce que nous vivons dans une réalité mathématique et de probabilité. Ici, c'est possible qu'il y ait des consciences, ici non, ici les lois changent, ici les lois sont inversées, et ainsi de suite. Parce que les probabilités permettent ça. Quand on parle de univers anthropique, ça contrecarre l'univers de probabilité. Cela veut dire que l'univers a du sens, ce n'est pas une probabilité, il est orienté vers une direction, c'est-à-dire une manifestation de quelque chose par intention. Et donc, l'intention étant de susciter des consciences, et qu'en réalité, le plurivers, même s'il existe, et s'il existe, fonctionne selon ce même schéma. La conscience cosmique suscite des consciences dans le plurivers. Et c'est ce qu'on va appeler
l'anthropique. Donc, la vision que l'on essaye de porter là, dans l'univers anthropique, est très importante pour contrecarrer l'univers des probabilités. Maintenant, lorsqu'on s'observe soi-même, puisqu'on est un schéma du cosmos, si vous comprenez bien, par la fractalisation, et que nous sommes le fruit de la conscience cosmique, par un schéma réitératif, et qu'il y a une intention derrière la création, il y a une pulsion énergétique qui oriente l'énergie vers une direction pour organiser et manifester une conscience, eh bien, se comprendre revient à comprendre la totalité. S'observer soi-même revient à observer la totalité par un jeu de miroirs. Et c'est ainsi que les anciens parlaient de microcosme et de macrocosme. Voilà. Donc ça, c'est je dirais une déconstruction de la théorie de la simulation. Et c'est pas terminé. On continue la suite. Voici comment tout cela fonctionne. Au commencement, le vide. Tout commence par un vide. Et lorsqu'on parle de vide, on est au-delà de la conscience cosmique, au-delà de toute chose que l'on puisse imaginer, y compris de l'espace et du temps. Le vide, ce n'est pas rien. Le vide, c'est du plein. Et ce plein, c'est de l'énergie incommensurable. Et donc, dans ce vide qui est plein d'énergie incommensurable, il n'y a pas d'organisation. Tout est chaotique. Et c'est le vide primordial. Et dans ce vide primordial, eh bien, il va se passer ça. Nous allons découvrir Albert Hoffman. C'est un chimiste très important. Il a découvert le LSD dans les années 40 et 50. Et ce chimiste a découvert ça dans son expérience intérieure. Les sciences naturelles ont démontré que l'image de la Terre toute colorée, telle qu'on la voit, n'existe pas dehors. Dehors, il n'y a que de la matière sombre et de l'énergie. L'écran est en nous, dans notre conscience. Chaque être humain porte en lui sa propre image du monde créée par lui-même. Je reviens à vous. Donc, commençons déjà par cet écran vide qui nous entoure. L'écran vide, il n'y a rien dehors, ce n'est que de l'énergie chaotique, désorganisée. Ce qu'il se passe, c'est que le schéma de la réalité se produit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes focalisés sur un certain alignement des atomes, parce que les atomes oscillent, et dans cette oscillation atomique, produit des ondes de fréquence, et toutes ces ondes de fréquence produisent le spectre électromagnétique, c'est-à-dire toute la réalité, visible et invisible. Et nous sommes focalisés que sur une certaine densité et intensité de ce rayonnement électromagnétique de la matière. Et dans notre structure biologique, bâtie avec une certaine forme de psyché, notre conscience s'est focalisée que sur cette réalité-là, puisqu'elle est adaptée à cette focalisation-là, sur le plan de la matière. Et lorsqu'on arrive à saisir que notre intériorité est structurée de la même manière que le cosmos, on découvre que notre corps humain dépend de l'évolution du spectre électromagnétique. Et lorsqu'on arrive à se décrocher du spectre électromagnétique, lui, Albert Hoffman, à travers le LSD, mais il y a bien d'autres méthodes, la méditation, la concentration, le yoga et tout le reste, on arrive à se décrocher de cette réalité et d'autres réalités sous-jacentes à celle visible apparaissent. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a un déploiement vers deux directions de notre réalité. Il y a une réalité supérieure et une réalité inférieure, comme le spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'infrarouge et l'ultraviolet. Et Albert Hoffman a compris, à travers son expérience personnelle, que dehors, il n'y a que ça, des oscillations, des vibrations, un jeu d'énergie. Et ce jeu d'énergie va s'organiser selon un schéma de conscience. C'est ainsi que la conscience de l'abeille n'est pas la réalité du chien.
La conscience du chien n'est pas la réalité de la fourmi, puisque disons, chaque être vivant sur notre Terre s'est construit selon un certain niveau d'organisation par rapport à l'évolution qui dépend de la captation de cette énergie. Et cette énergie va jouer le rôle d'évolution. Et à partir de là, nous saisissons que dehors, en réalité, il y a strictement rien. C'est du vide. C'est du plein d'énergie non organisée. Mais ce sont les schémas de conscience qui dépendent de l'organisme et de son évolution complexe ou pas, qui produit cette réalité et qui se focalise sur une certaine réalité. Et là, on se décroche. On dit: «Ah, il y a d'autres réalités sous-jacentes à celles visibles» et donc à partir de là, bien sûr, nous ne pouvons pas être matérialistes. Ça va jusque-là? C'est-à-dire que la matière, ce n'est que de l'énergie désorganisée, mais dès qu'il y a un organisme vivant organisé, la matière s'organise selon son schéma de conscience et tout se joue dans sa tête et nous partageons cette réalité parce que nous sommes focalisés que sur cette réalité et organisés biologiquement, hein, à travers cette réalité. On continue. Commençons la première note. L'essence et la substance sont indifférenciées. Ça veut dire que lorsque nous retournons à ce schéma-là, au commencement, le vide, voyez, l'esprit et la matière ne faisaient qu'un. Ils étaient imbriqués dans ce vide énergétique. Et les 2 plans de la réalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, la superposition des 2 plans, qui est le monde de l'esprit et des archétypes, qui est un monde de lumière, et le monde de la matière, qui est de l'énergie, sont indifférenciés dans le vide. Ce qu'il se passe, c'est que cette indifférenciation, eh bien, montre qu'elles sont comprimées jusqu'à entièrement faire disparaître leur séparabilité. À ce stade, unicité de plan sans rapport d'espace ni de temps. Il n'y a pas d'espace ni de temps. Et qu'est-ce qu'il y a donc? Il n'y a que de la pure présence et il n'y a pas de conscience. Ce n'est que de la présence à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est très important, ces petites notes du départ pour qu'après on puisse décoller plus facilement. Là, c'est un peu lourd, je peux vous l'accorder, c'est complexe, c'est sûr, c'est certain et après ça devient plus simple lorsqu'on a acquis un peu les bases. Donc au départ, pure présence, sans conscience réflexive. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que cette présence anime la substance, c'est la sienne, par l'entremise de l'essence, ça veut dire de son esprit, et en fait jaillir une énergie monumentale. Voici le premier jet de la création. Le premier jet de la création, c'est la présence qui commence à activer sa propre substance, en sachant que la substance, c'est la future matière, et que son essence, c'est le futur monde de son esprit. Donc, elle va activer la substance par l'entremise de son esprit. Et à partir de là, une énergie monumentale et incommensurable se dégage du vide. Et ça va déployer l'énergie cosmique assimilée à l'émergence de la première lumière dans les traditions. Et cette énergie cosmique va se densifier au fur et à mesure. On va le voir après. L'énergie était diffuse au départ, mais cette présence qui va utiliser cette énergie diffuse dans le vide, eh bien, elle va canaliser cette énergie. Pourquoi faire? Pour organiser la matière, c'est-à-dire la substance. Par quoi? Par son esprit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La présence est en train de modéliser la conscience cosmique, résultat de sa propre activation. Ça veut dire que, je reprends, la présence active sa substance dès lors qu'elle commence à prendre conscience de sa propre activation et existence, son esprit met en mouvement le vide et cette énergie commence à jaillir et cette énergie qui se déploie, on dit qu'elle est canalisée. Autre mot, vectorisée. Autre mot, organisée. Tout à l'heure, on avait utilisé le mot anthropique et il est là. Cette énergie est canalisée parce que la présence
désire organiser la matière afin qu'elle puisse s'y révéler. Et de quelle manière elle va s'y révéler? D'une manière anthropique, univers anthropique, en orientant la matière, donc la substance, vers une réitération d'elle-même dans cette énergie. Elle va intensifier cette énergie d'une manière focale, focalisée, canalisée, afin qu'elle puisse déployer cette énergie d'une manière séquencée. Et à partir de là, la conscience cosmique commence à se formaliser, le soi jungien. Et le soi, c'est la première lumière qui a jailli, hein, de ce vide. C'est ça, la conscience cosmique. Donc, toute conscience, si vous comprenez bien, a besoin de matière, donc de substance et d'énergie pour apparaître dans la matière. Dès qu'on est hors de la matière, on est dans le monde de l'essence. Ensuite, l'essence se développe en dimension de l'esprit et la matière et la substance, pardon, en matière. Je reviens à vous. Oui, c'est un peu de la métaphysique appliquée à la physique. C'est un peu de récupérer les traditions réellement sur ce qu'elles essayent d'enseigner pour nous montrer que l'univers de simulation ne prend pas en compte tout ce que je suis en train de dire là. Hein. Ils ne connaissent pas tout ça. L'essence, la substance, le déploiement du vide et tout le reste. L'énergie et tout. Hein. Donc, à partir de là, l'essence va se déployer vers une direction et cette essence, c'est le monde de l'esprit qui va apparaître le soi, bien sûr, ou la conscience cosmique, et le monde des archétypes. C'est de la lumière, tout ça. Et c'est ça qui active le monde quantique, le monde de la matière, ou dit le monde de la substance, pour en déployer un schéma organisateur. Donc, tout est organisé dans la matière parce qu'il y a un monde qui est superposé à cette matière quantique. Et donc, toute conscience dépend de ce monde, ou cette dimension, ou cette essence qui est indétectable par nos outils modernes. Et ni les mathématiques ne peuvent comprendre ça, pour l'instant. Pour l'instant. Hein. Donc, essence et substance sont déployées à partir du vide. C'est de cette manière-là. Et c'est cette interaction qui crée toute l'organisation dans la matière. Donc, tout est organisé, tout est vectorisé, tout est canalisé, tout est déployé dans un mouvement intentionnel. Intentionnel. On continue. Voici la première lumière qui a jailli du cosmos, ce qu'on appelle le soi. Ce soi, bien sûr, condense toute l'énergie de l'univers. Bon, il faut se l'imaginer, cette chose-là. Hein. Toute l'énergie de l'univers est condensée dans le soi. C'est un point tellement puissant qu'il ne bouge pas et il bouge en même temps. C'est un paradoxe. Cette lumière incommensurable, qu'on appelle le soi, la conscience cosmique, voit tout simultanément et en même temps, puisque le temps et l'espace n'existent pas encore à son degré. Donc, toute l'énergie condensée dans le soi, et toutes les réalités sont condensées dans le soi, et l'espace-temps n'existe pas. C'est une présence qui a conscience de cette présence. Vous voyez? Donc la conscience cosmique prend conscience de sa propre présence. Et cette présence, on l'a vu, elle est située au-delà de la conscience cosmique. N'oubliez pas qu'on parle d'un schéma réitératif. Traduction, ce que je suis en train de vous dire là est valable pour toute manifestation de la conscience sur le plan de la matière. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui arrive en nous également. Hein, c'est la naissance de notre propre conscience. Donc, derrière notre conscience, il y a une présence. Et il n'y a qu'une présence comme il n'y a qu'une conscience cosmique. L'énergie commence à se déployer. Ça, c'est l'image qui présente le tournoiement, la giration et le déploiement de cette énergie. Cette énergie incommensurable qui provient de cette lumière première et fondamentale, primordiale, hein, plusieurs noms dans les traditions, eh bien, elle produit un effet giratoire. L'énergie tournoie, tourbillonne, circule, toujours d'une manière giratoire. Et c'est par cette giration que la matière va s'organiser, que la conscience va se déployer sur notre réalité, vers notre réalité. Ça se déploie encore à nouveau. Et là, vous avez une conscience qui est encore en train de déployer cette énergie
et qui commence à séquencer et organiser et ordonner cette énergie dans un espace et un temps. On revient hors de l'espace-temps, l'espace-temps commence à se former et l'univers commence à s'organiser. Et voici une image, une illustration, hein, c'est un symbole qui illustre le tournoiement de la matière et l'activation de la matière par l'activité de la conscience cosmique. Hein. Donc, vous comprenez bien maintenant que toute énergie cosmique tournoie et lorsqu'on est au commencement du commencement, l'énergie est incommensurable, très puissante. Et au fur et à mesure de ce déploiement giratoire de l'énergie, dans l'espace-temps, il y a un déploiement de l'espace-temps, il y a la matière qui commence à s'organiser, s'ordonner dans une intention et dans un flux intentionnel de la conscience cosmique pour susciter des consciences dans l'espace de la matière. Et ce qu'on est en train de voir, c'est l'organisation de la matière par la conscience cosmique, à travers cette énergie. N'oubliez pas, hein, je le répète, c'est jamais suffisant, que la conscience cosmique, hein, le schéma que je suis en train de vous présenter, c'est le schéma des traditions, eh bien, reproduit par effet réitératif ce même schéma à toutes les échelles de la réalité. Donc, nous sommes le fruit de ça, tout autant que nous produisons en nous-mêmes, je commence déjà à parler de l'imagination, mais en nous-mêmes, cette réalité que nous projetons dehors, de la même manière. Hmm. Ok, on continue. Et voici ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, c'est lorsqu'on observe ce mouvement giratoire et si on touche l'origine à partir de là, là, c'est comme s'il y avait on était à l'extérieur et là, on entre à l'intérieur. C'est comme si on était situé ici, hein, en observant ça. Là, c'est la phase mathématique, hein, qui exprime cette chose-là. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette giration? Eh bien, on découvre un torus. C'est-à-dire que l'esprit cosmique ou la conscience cosmique, appelez-la comme vous voulez maintenant, parce que c'est la divinité primordiale, se situe au centre et produit cette énergie dans un déploiement giratoire. Et cette giration, vous la voyez figurée ici par une spirale, hein, et cette spirale va dessiner un torus. Et ce torus, il est là. Voilà. Et ce torus, c'est l'image même de l'univers. C'est l'image même de la conscience, c'est l'image même de toute réalité. Le cosmos a cette image, a cette forme, notre réalité intérieure a cette forme, et comment on peut s'en apercevoir? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le savoir observer. Vous allez voir que en observant la nature, nous découvrons que tout se structure selon cette spirale que nous sommes en train de voir, ce torus, cette giration, et ce torus que nous sommes en train d'observer. Ok. On continue. Voici une autre image qui présente l'esprit cosmique au centre et qui déploie par un jeu de spirales et de torus l'énergie déployée. Ça part par en bas et ça revient vers le haut. Ça part par en bas et ça revient vers le haut. Et ce torus se dévoile comme étant une boucle rétroactive. Ça veut dire que tout ce qui est contenu à l'intérieur se déploie et revient à son point d'origine. C'est ça que ça signifie. Nous avons un point de contact avec la présence. On continue. Maintenant, spirale logarithmique. Là, vous voyez encore à nouveau une autre illustration qui présente la spirale qui tournoie comme en formant le torus, comme je vous l'ai montré. Cette spirale s'appelle logarithmique. Je vous la remontre. La voici. Là, vous voyez mon curseur, il dessine la spirale logarithmique. On la voit encore ici dans le schéma mathématique, ici. Voilà, ce jeu-là, cette spirale, elle est logarithmique. Elle est là, je vous la montre là, elle dessine ça, une courbe, elle redessine là, une autre courbe. Ce sont que la même spirale, si vous remarquez bien. Mais ce déploiement de cette énergie, hein, est séquencé.
Et en fin de compte, nous observons un séquençage du mouvement de cette énergie. C'est ce que nous observons là, parce qu'il n'y a pas plusieurs traits. Il n'y en a qu'un qui se déploie à une vitesse différente selon son rapprochement par rapport au point central. Plus elle est proche, plus la vitesse de rotation est rapide, plus elle s'éloigne, plus elle est lente. Et ça va découler le spectre électromagnétique et le déploiement de l'espace-temps, et toute la densité de la matière va pouvoir se manifester. Et ça s'appelle la spirale logarithmique. Revenons. Pour quelle raison cette spirale est dite logarithmique? Mmh, je reviens à vous. La spirale logarithmique, comme vous l'entendez, il y a un rythme. Et logarithmique signifie qu'elle reproduit le même schéma. C'est une spirale identique qui va se déployer d'une manière fractale à différentes échelles de la réalité. Elle reproduit la même spire à une intensité plus haute ou moins grande. C'est la même spirale. Et son déploiement va produire un rythme. C'est ce qu'on va appeler le séquençage de l'organisation de la matière. Et ce séquençage, il est rythmé parce qu'il est fractal. La fractale est inscrite dans la spirale logarithmique. Lorsque vous regardez, je vais vous montrer tout à l'heure, une spirale dans la nature, les torus dans la nature, les tornades par exemple, hein, ou les ouragans, ou l'eau qui s'écoule dans le robinet, par exemple, hein, que vous pouvez voir dans le siphon, hein, tout ceci est le fruit non pas uniquement de la gravitation, parce qu'on dit que c'est la gravitation qui fait ça. En réalité, l'image qui se dessine est un torus, est une tornade, comme vous pouvez le voir, forme la spirale logarithmique. Pour quelle raison? Parce que c'est le fruit de la gravitation qui est le fruit même de l'énergie qui se déploie, dont on vient de parler. Autrement dit, l'énergie qui se déploie est tangible et perceptible partout dans la nature et cristallisée dans la nature par l'intermédiaire de la mise en forme de la gravitation qui gravite d'une manière torique comme ça et qui produit toutes les rotations dans l'univers. Traduction: tout est rotation dans l'univers, tout tournoie, tout circule, tout crée ce mouvement de spirale logarithmique d'une manière fractale à différentes échelles, et la gravitation n'est que la perception tangible de ce mouvement de l'énergie qui organise la matière. Vous voyez? Donc spirale logarithmique, univers fractal. Spirale logarithmique, traduction, l'énergie qui se déploie, bien sûr, est de nature vectorisée et organisée selon un même schéma. Maintenant, l'énergie cosmique, et on remarque qu'il y a intensité et amplification. Ben, cette énergie dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein, qui a jailli, et ce n'est pas un Big Bang, hein, c'est une implosion, vraiment. Il y a une implosion à l'intérieur de l'esprit cosmique qui éjecte et projette cette énergie, disons, au dehors pour l'instant. Au dehors de cette conscience cosmique va produire toute la matière et toute la réalité. Et cette énergie cosmique va être intensifiée et amplifiée. Et dans cette intensification et dans cette amplification, eh bien, on va parler de la densification. Je vous en ai parlé lors de la première illustration, la première image. On avait parlé de densification et d'intensité. Eh bien, on y est. C'est cette énergie diffuse et incommensurable et immense et qui est diffusée à travers tout l'espace-temps. Eh bien, ce qu'il y a, c'est elle va se densifier, cette énergie. Et lorsqu'elle va se densifier, elle va changer la matière, l'état de la matière. Au début, au tout début, au niveau de l'esprit, il n'y a que le prana, ou le chi, ou le pneuma pour les Grecs. Au tout début. Ce prana est indétectable, imperceptible, et il n'est pas mesurable par nos outils actuellement. Il est situé au niveau de l'esprit. C'est l'énergie de l'esprit. Ensuite, ce prana va se densifier, qui est de l'énergie cosmique, hein. Elle va s'intensifier et s'amplifier.
ça va se déployer à travers l'énergie électromagnétique, qui lui est détectable et mesurable. Mmh. Et ensuite, l'énergie électromagnétique, à son tour, va s'amplifier et va s'intensifier. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réalité que nous connaissons, la matière sensible, se déploie et se révèle. Donc, il y a 3 stades de déploiement de l'énergie. D'abord le prana, le chi ou le pneuma, ça se densifie, ça va se transformer en énergie électromagnétique et ensuite en matière sensible. Et tout ceci à travers la spirale logarithmique. Vous voyez? Donc dès qu'on parle de spirale de logarithmique, c'est l'énergie cosmique qui se déploie. Qu'est-ce que cela signifie? Hein, ça sous-entend plein de choses en disant ça. Ça sous-entend ça sous-entend d'une part que en observant la nature, nous pouvons nous rendre compte de ce qui se passe dans des niveaux supérieurs. En observant la structure, l'organisation et l'ordonnancement de la nature et le système de l'évolution même, et à l'intérieur de nous, notre propre conscience, notre structure psychique, lorsqu'on observe tout ça, on découvre qu'il n'y a qu'un seul schéma, et c'est celui que je viens de vous présenter. Qu'une seule énergie, et c'est celle que je viens de vous présenter. Il n'y a qu'une seule matière qui est organisée différemment selon les états de réalité, et c'est celle que je viens de vous présenter. Donc l'énergie pranique organise l'état de la matière selon une certaine intensité, c'est de la pure lumière, c'est la réalité de l'esprit, énergie condensée, puissante et incommensurable, et cette énergie tournoie sur elle-même et va déployer une autre réalité. Et cette autre réalité, c'est l'énergie électromagnétique qui va construire toute cette réalité-là. C'est notre univers, l'espace-temps. Et dans notre univers mesurable, nous découvrons qu'il y a des oscillations de cette énergie, et cette énergie va à son tour se densifier et créer toute la matière solide que nous connaissons. Donc en observant la matière, on observe les plans supérieurs. En s'observant soi-même, on découvre l'esprit cosmique ou la conscience cosmique. Jeu de miroir, jeu fractal, la partie reflète le tout et le tout se reflète dans la partie. Tout ne fait qu'un. Voici, dans la nature, les spirales logarithmiques que vous pouvez voir concrètement autour de vous. Alors, cette spirale logarithmique porte plusieurs noms. Elle porte un autre nom que vous connaissez peut-être un peu mieux, la spirale de Fibonacci. La spirale de Fibonacci, qui va en découler bien sûr les nombres de Fibonacci, c'est le nom que l'on donne à la spirale logarithmique. Elle porte un autre nom, spirale de croissance. Pour quelle raison elle a été dénommée ainsi? C'est parce que les botanistes, les biologistes, les zoologues, les physiciens ont observé la nature, chacun dans son coin, hein, ils ne se dialoguent pas entre eux, tout. Ils ont observé le même phénomène de croissance, c'est-à-dire qu'ils ont observé le même torus, découvert en chacune des disciplines que je viens de vous citer, la même spirale en chacune des disciplines que je viens de vous citer. Par exemple, la croissance des plantes, que vous voyez ici, et vous voyez bien la spirale dessinée ici, hein, eh bien, ça s'appelle la phyllotaxie. La phyllotaxie en botanique, c'est l'étude de la croissance des plantes. Mais regardez cette galaxie que vous voyez juste là. L'étude des galaxies est étudiée en astronomie. C'est l'astrophysique. Mais l'astrophysique ne dialogue pas avec la botanique. Vous voyez. Et donc, on ne peut pas voir que c'est la même chose, c'est le même schéma. Et ce que je viens de vous montrer, c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a qu'un seul schéma, qu'une seule énergie qui structure le plus grand et le plus petit. Et là, ce que vous observez là, ce sont les graines. Et les graines se structurent selon la spirale de Fibonacci. De la même manière pour le tournesol, là vous voyez les pétales de rose, ici c'est le nautilus, ok, c'est un animal marin, un ouragan que vous observez là, même l'ADN, il se structure de la même manière. Ça, c'est un coquillage. Ici, à nouveau, regardez l'organisme humain, l'oreille. Et si on pouvait faire un peu plus grand, on a aussi notre crâne, on a nos mains, nos doigts, et tout le reste, tout se structure selon cette spirale. On continue. Et là, vous avez les nombres de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. C'est-à-dire que, et regardez bien, un carré est réitératif. C'est-à-dire que chaque carré que vous voyez ici, hein, c'est le schéma au plus grand de ce qu'il y avait et ce qui le précédait. Donc le grand carré,
est précédé par un petit carré qui est le même, qui est précédé par le même, c'est-à-dire ça retourne au point central et tout ceci, c'est la réalité. Ceci, c'est très important à saisir et très important à comprendre. La spirale de Fibonacci, présente partout, qui imprègne toute la croissance, y compris embryologique humaine, non, le fœtus se déploie et se forme à travers une spirale de Fibonacci, c'est parce qu'il y a dans la matière une force énergétique qui est, bien sûr, l'énergie cosmique, comme on vient de le dire, qui pulse la matière et qui produit cette gération du cosmos, des planètes, des atomes et qui permettent de croître et de développer toute la matière dans un sens vectoriel, intentionnel, anthropique. Il y a une intention, comme je vous l'ai dit, dans la matière. Et cette intention n'est pas le fruit du monde quantique. C'est celui de l'esprit qui se superpose au monde quantique et qui active cette matière. Il faut bien le saisir. Faut bien le saisir. Ce qu'on voit là, point de vue de la matière, visible et tangible, ça se joue à l'intérieur de nous. Notre conscience est de nature torique, spiralée et logarithmique et fractale. Donc à l'intérieur de nous, il y a des sous-couches de réalité de nature fractale et logarithmique. C'est ainsi que le rythme agit sur notre organisme et notre psychique, en écoutant de la musique par exemple, ou lorsqu'on danse. C'est parce que tout est structuré selon un séquençage mathématique et aussi symbolique. Symbolique, puisque ce langage-là est vectoriel et intentionnel, donc exprime un langage mathématique, mais aussi un langage symbolique. Et ça ne fait qu'un pour l'esprit. Le langage symbolique et le langage mathématique ne forment qu'une seule chose. Hein. Donc le pouvoir de la matière provient de la conscience cosmique. N'oubliez pas ça. On continue. Et voici déployées à nouveau d'autres images qui vous mettent en illustration la spirale de Fibonacci présente dans toute la nature et également dans le monde invisible, puisque en vérité, il y a qu'un seul schéma, traduction, tous les mondes invisibles, toutes les réalités sont modélisées selon la même forme, la même énergie et la même conscience. Saisissez bien. Lorsqu'on parle de spirale de Fibonacci, bien sûr, on parle de nombre d'or, triangle d'or, pi, phi, puisque tout y provient. Regardons bien un petit peu et après vous allez voir le rapport avec la spiritualité, tout ça, hein. On est en train de recoller les morceaux, on est en train de faire de la métaphysique, on est en train de faire de la physique, de la biologie, de la botanique et de la psychologie, vous allez voir après et de la spiritualité puisque pour l'univers, tout ça ne fait qu'un. Ce sont les hommes qui ont dissocié toutes les disciplines et n'arrivent pas à recoller les morceaux. Ce qu'on j'essaye de faire, c'est recoller les morceaux. En physique, il y a ce qu'on appelle la table, périodique des éléments de Mendelssohn, hein. C'est les atomes, voilà, hydrogène et ainsi de suite. Là, le H, c'est hydrogène. Lorsqu'on regarde la manière dont est proposée, je dirais une proposition parce que ça ne reflète pas la réalité, proposer le schéma de la table périodique des éléments, c'est linéaire. C'est dans un tableau quadrillé. Or, comme je viens de vous le montrer, l'énergie est structurée d'une manière logarithmique, spirale de Fibonacci, torus, vortex et tout ce que vous voulez. Forcément, la table périodique des éléments, qui structure toute la matière et ensuite l'énergie électromagnétique, doit être inscrite dans un vortex, comme ça, et dans une spirale logarithmique. Et ça marche parfaitement. Ça explique beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ensuite, attention, là, on s'accroche un peu, c'est la partie la plus difficile et après, c'est beaucoup plus facile. En physique, il y a une loi, qui définit la structure des atomes, c'est-à-dire, l'angle entre 2 atomes. Alors imaginez-vous qu'ici, il y a un atome, sur ce schéma-là où il y a une plante là. Imaginons qu'ici, il y a un atome et qu'ici, il y ait un autre atome. Il y a un angle qui va se former, OK? Eh bien, en physique, ils ont découvert que cet angle, défini comme étant la constante de structure fine, est celle qui permet de
définir l'éloignement angulaire entre 2 atomes. C'est-à-dire que les physiciens ont réussi à comprendre que l'éloignement entre 2 atomes est organisé et séquencé par une loi, définie comme étant la constante de structure fine. Et lisons la note maintenant. La constante de structure fine est, en physique, la constante de couplage sans dimension associée à l'interaction électromagnétique sans dimension parce que c'est celle qui permet de définir l'espace entre 2 atomes. Et voici l'angle défini dans la constante de structure fine, 137,035. Ça veut dire que l'angle 137,035, un atome là et un atome là, ok, est défini par un angle, hein, mathématique. Là, on est en physique. Ok, là, on est en physique. Ben, pourquoi c'est important? Maintenant, regardons la croissance d'une plante que vous voyez là. Et vous allez voir, hein, tout ça est en rapport avec l'imagination créatrice et le pouvoir de la conscience. Mais vous n'y êtes pas encore. Pas à pas, pas à pas. Ne patientez, patientez. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vous prenez une branche ici, hein, une feuille de cette plante grasse, l'angle que vous voyez ici, hein, qui permet de déployer d'une manière angulaire la croissance d'une plante, est 137,5. Il est là, on a mis deux feuilles exprès, 137,5. C'est-à-dire qu'en botanique, on découvre quoi? On découvre que la croissance des plantes suit une loi mathématique. Et cette loi mathématique, dite phyllotaxique, eh bien, l'angle est de 137,5 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les feuilles que vous voyez là ont été déployées en suivant cet angle. Et qu'est-ce que vous remarquez? 137,5 s'approche énormément, hein, de la constance de structure fine atomique. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a qu'une seule énergie du cosmos, voyons. Mais il faut faire le lien. Là, ce qui structure les atomes permet de structurer la croissance des plantes. Et c'est ce qu'on va appeler 137,5 degrés, le nombre d'or. Et le nombre d'or, dit angle d'or, voilà, c'est phi en mathématiques. Donc c'est la raison pour laquelle phi est présent partout, partout dans la nature. Et là, vous avez quelque chose d'important. Vous avez devant vous le savoir observer. Vous voyez? Le savoir observer. On n'a pas fait de théorie. On a juste dit comment ça marche. On a dit comment ça fonctionne tout ça. On a observé les plantes, on a observé les galaxies, on observe les atomes, très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a qu'un seul schéma qui structure le tout. Et cet angle d'or 137,5 degrés ou 0,03 pour la constante de structure fine, c'est un angle qui modélise toute la matière, des atomes au cosmos, aux plantes. Et ça se définit dans la spirale de croissance de Fibonacci. Ça se définit dans le torus dont on a vu tout à l'heure, qui forme cette espèce de donuts, hein. L'énergie part d'en bas et crée ce mouvement giratoire et tourbillonnaire du cosmos et modélise la plante. Les plantes, les animaux, parce que là je ne veux pas présenter les animaux, la structure osseuse de l'être humain également. C'est-à-dire que toute la matière est organisée selon la spirale de croissance, traduction de l'énergie cosmique. Maintenant, il y a des implications par rapport à ça. Si tout ça c'est intentionnel, tout ça est organisé d'une manière intentionnelle, il faut en dégager la symbolique. Autre question, autre interrogation. Si tout ça est intentionnel, si on est capable d'observer sans faire de théorie pour comprendre l'univers, eh bien on peut saisir le monde invisible, sa structuration, sa modélisation et son état, et ainsi de suite en allant vers les états plus hauts, sans faire de théorie. Et l'énergie cosmique du prana est parfaitement tangible dans l'énergie électromagnétique et la matière sensible. Si vous voulez toute la matière solidifiée, c'est du prana solidifié, si on pouvait dire les choses simplement. Et voici l'image d'une pomme.
Lorsqu'on regarde une pomme, l'image d'une pomme, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. L'image d'une pomme montre parfaitement l'image torique du déploiement de l'énergie cosmique dont on est en train de parler tout à l'heure. Et ça part d'en bas et ça remonte vers le haut et ça crée cette boucle rétroactive et le torus. Et lorsqu'on coupe transversalement la pomme, on découvre qu'à l'intérieur suit exactement cet angle de 137,5 degrés, cette spirale de croissance dans l'ordre de manifestation des pépins. Et là, c'est la même chose pour les fleurs. On continue. Et maintenant, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire et l'introduction de la deuxième grande partie. L'univers est un espace vide sur lequel vient se refléter le temps. Ça, c'est important. On va en parler, hein. Le vide est plein d'énergie non organisée et ça crée des fluctuations. Donc, on parle de fluctuations quantiques. Et toutes ces fluctuations quantiques sont organisées d'une manière intentionnelle par la conscience cosmique. Et là, l'espace est une qualité du temps. Alors, on va parler déjà de l'espace et du temps. Donc, lorsqu'on dit que l'univers est un espace vide sur lequel vient se refléter le temps, la spirale de Fibonacci, que vous venez de voir, électromagnétique, bien sûr, et toute la matière est structurée par ça, et on découvre que c'est une trace du mouvement du temps. La spirale de croissance, c'est du temps. Et ce mouvement du temps est séquencé d'une manière fractale. Traduction, le temps est avant l'espace. Pour quelle raison? Parce que la spirale de Fibonacci et l'énergie qui se déploie, c'est du temps qui se déploie dans un espace vide. Et ce temps qui se déploie dans un espace vide démontre quoi? Ben, il faut inverser les choses. On ne va pas parler de espace-temps. Pour un physicien, peu importe si on parle de temps ou d'espace, ou d'espace-temps ou de temps ou d'espace, ou inversement, parce que c'est la même chose. Mais pour celui qui observe les choses d'une manière symbolique, philosophique et spirituelle, le temps est avant l'espace. Pour quelle raison c'est important? Parce que la conscience, c'est du temps et que ce temps va se déployer dans un espace. L'espace vide en question, l'écran noir dont on est en train de parler tout à l'heure, cette énergie, cette substance, c'est que de l'espace vide. Et c'est énergétique puissamment, très bien, mais c'est que de l'espace vide. Et le temps va se déployer dans cet espace d'une manière séquencée et structurer toute la matière, et ça va donner le temps et l'espace. Donc, la conscience cosmique se reflète dans l'espace parce que l'espace, c'est que de la matière, c'est que de l'énergie. Non organisée au départ, et ensuite elle va organiser cet espace en déployant son temps. Et cette temporalité déployée dans la conscience cosmique va permettre de séquencer toute l'organisation dans un schéma évolutif. C'est ainsi que l'évolution de la matière et l'évolution des êtres vivants suivent un seul schéma, un seul mouvement de séquençage du temps transposé dans la spirale de Fibonacci, dans tout ce qu'on vient de parler, tout ce dont on vient de parler. Et dans ce jeu de l'espace, eh bien, nous percevons dans l'espace visible le séquençage ordonné par la conscience à travers ce séquençage du temps. C'est la raison pour laquelle toute expérience de conscience est une expérience temporelle et non d'espace. Dès qu'on a une expérience spirituelle, voire même un problème, un trauma, le rapport au temps change parce que la conscience, c'est du temps. C'est que du temps. Ce n'est pas de l'espace, la conscience. Le psychisme, c'est de l'espace. Le corps, c'est de l'espace. Mais la conscience, c'est du temps. Et là, vous faites la distinction maintenant entre l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est un espace de déploiement de l'esprit. Le corps est un espace de déploiement de l'esprit. Et l'esprit se situe au centre et vous avez votre torus. Donc, notre conscience fonctionne de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle elle ne se situe ni dans le corps ni dans la psyché.
et tout en même temps, elle est active et percevable et tangiblement dans le corps, dans ses activités chimiques, par exemple, et organiques et comportementales, et dans la psyché, les émotions, les affects et tout le reste. Mais elle n'est ni dedans ni dehors, puisqu'elle se situe dans un espace intermédiaire. Et c'est du temps, cet espace intermédiaire. Ce temps de la conscience va structurer la psyché et le corps d'une manière simultanée, organisée de manière torique dans un déploiement de l'énergie dans un espace. Hmm. Alors, qu'est-ce que cela veut dire encore une fois? On parle de temps et d'espace avant. La conscience cosmique est lumière. Maintenant, vous pouvez saisir que la conscience cosmique, en plus d'être, de produire du temps et un espace, produit le spectre électromagnétique pour se déployer et se révéler elle-même. Réfraction de la lumière sur un espace sombre cosmique. C'est-à-dire que la lumière originelle se déploie dans l'espace à travers le temps, qui est celui de la conscience, qui est celle de la conscience. Et ce qui va se passer, c'est que tout l'espace va déployer et réfracter cette lumière originelle à travers le spectre de la lumière, dans un espace qui est sombre. Traduction, la conscience cosmique se projette dans l'espace pour se révéler, pour se comprendre, pour se déployer. Et donc tout ce que nous voyons est conscience cosmique. Tout ce que nous voyons est organisation de l'espace cosmique. Et tout ce que nous voyons est lumière réfractée de la conscience cosmique. Organisation des éléments substantiels dans un espace, selon un séquençage des pensées divines. Voilà. Donc, de quelle manière ça marche tout ça? Ben, la conscience, en dégageant sa substance, qui est de l'énergie, va commencer à l'activer par sa prise de conscience d'elle-même. Et lorsqu'elle prend conscience d'elle-même, des pensées émergent et ces pensées vont organiser tout le plan de la matière dans l'espace. Donc l'espace révèle les pensées divines, ce qu'on va appeler les archétypes. Il n'y a aucune différence maintenant entre la matière et l'esprit. Il n'y a pas besoin de le faire puisque la matière révèle l'esprit. Le réel est une projection de la conscience cosmique. On continue. C'est ce qu'on va appeler l'harmonie cosmique dans les traditions. L'harmonie cosmique. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de choisir entre la matière et la spiritualité, comme je viens de vous le montrer, comme on nous demande de le faire, dans cette dichotomie de la pensée. Si on est spiritualiste, ben on est contre la matière. Si on est contre la matière, on est spirituel et vice-versa, et ainsi de suite. C'est une fausse dichotomie. C'est un faux problème. Parce que la matière révèle l'esprit et l'esprit a besoin de la matière pour se révéler. Et donc, notre conscience se dévoile sur le plan de la matière parce que notre esprit le plus profond, notre conscience la plus profonde, qui est le soi, a besoin de la matière psychique et de la matière physique, qui ne sont que la même chose, mais déployées sur deux ordres différents de la réalité, pour se révéler. Et elle se déploie comme un torus, comme je vous le montre. Donc c'est un déploiement qui permet une évolution simultanée du psychisme et du corps, simultanée, ce qu'on va appeler la psychophysique. Donc l'esprit se déploie dans une psychophysique, dans un espace intérieur et dans un espace extérieur. Et ce déploiement est le fruit des pensées divines. Donc elle se pense elle-même et elle déploie ça à travers l'espace. Et là, c'est important parce que maintenant, on va contredire la théorie de l'assimilation en parlant de l'imagination. La conscience cosmique médite sur elle-même, accumule sa propre énergie jusqu'à imploser et projeter sur son propre miroir imaginal ses propres pensées. Donc, univers de simulation holographique doit être remplacé par un univers imaginal. Voilà le problème qu'il fallait déconstruire. Et on y arrive doucement, doucement.
C'est-à-dire qu'en vérité, la conscience qui commence à se déployer dans son espace intérieur et l'espace extérieur d'une manière simultanée, dans une forme torique, comme je vous l'ai montré, eh bien, elle se déploie en elle-même. Elle médite. Comment l'énergie a pu être dégagée, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure? Comment cette énergie cosmique, ce prana, a pu sortir, puis déployer ensuite à travers le temps la spirale logarithmique et se projeter dans un espace et créer toutes ces réalités que nous percevons? Parlons d'abord de la conscience cosmique et nous allons voir que nous faisons le même procédé puisque nous vivons dans un monde fractal, comme vous le comprenez. Donc, se comprendre, c'est comprendre la réalité. C'est parce que nous-mêmes, nous faisons ça que nous pouvons comprendre la totalité. C'est comme ça que ça marche. Pas besoin de la théorie. Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsque la conscience cosmique médite sur elle-même, elle produit des idées, des pensées, des archétypes qui vont stimuler sa substance de matière afin d'activer cette matière et produire de l'énergie. Et cette activation de l'énergie se projette dans un espace vide, vous le saisissez maintenant, et cet espace vide, c'est l'imagination de la divinité. Donc le vide et ce sombre dont on est en train de parler depuis tout à l'heure et qui s'intitule l'énergie non organisée, c'est l'imagination de la divinité. Donc tout est vide parce que rien n'est organisé dans l'espace de l'imagination de la divinité. Et au fur et à mesure de son déploiement en elle-même, lorsqu'elle médite sur elle-même, elle condense et elle canalise cette énergie et projette sur son espace imaginal, son imagination, réalités d'une manière fractale. Comme si c'était une pensée, une conscience qui canalise ses idées pour les rendre réalité. Et elle passe du dedans au dehors en sachant que pour le soi, il n'y a ni dedans ni de dehors, puisque l'imagination est un truc qui se situe au-dedans, dans la conscience cosmique. Et là, nous y sommes. Pour canaliser cette énergie, la conscience cosmique, eh bien, elle va amplifier cette énergie. Et maintenant, on va faire le point avec la spiritualité, vous allez voir. On va parler de cette conscience qui projette les réalités cosmiques, nous, comment on le reproduit, et là, en spiritualité, qu'est-ce qu'on dit sur ça, justement. Et vous allez voir que tout se suit sans faire de théorie. Très bien. Donc, elle canalise son énergie par une force méditative, lui permettant de concentrer l'énergie diffuse en un point. Cette énergie du vide diffuse, elle va le condenser en un point. Elle va l'amplifier, l'intensifier, afin d'en dégager cette énergie structurelle, organisée, spirale de Fibonacci, de manière rythmique. Et cette amplification en elle-même va créer des strates de modulation de la matière, jusqu'à arriver à un seuil limite où le dedans se transmute au dehors dans son espace imaginal. Alors quand on dit au dehors, c'est des guillemets, puisqu'on parle de l'espace imaginal. Donc tout ce que nous voyons et ce que nous sommes, eh bien, réside dans l'imagination de la divinité. Et cette amplification de cette énergie, eh bien, nous explique, nous explique ce que nous devons faire à notre échelle pour déployer les réalités canalisées. Vous allez voir après le pont, c'est la même chose. Okay, n'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair pour l'instant. Hein. Alors, nous vivons dans un univers imaginal. Et cet univers imaginal, c'est un univers onirique. Onirique. Ça, c'est une note importante. Ça a l'air banal comme ça, non? Cet espace imaginal, cet univers d'imagination, c'est une modélisation sur un premier niveau de la réalité, un rêve divin. Et c'est ça ce que disent les hindous et les bouddhistes concernant la Maya. La Maya ne veut pas dire illusion, univers de simulation.
Nous résidons dans un univers imaginal et non de simulation, parce qu'il y a une conscience à l'origine de cette matière-là, qui a vectorisé la matière, et dans cette vectorisation de la matière par l'énergie, elle produit des images et un monde onirique. Parce que Maya signifie, onirique, signifie un monde où il semblerait que ça existe, mais ça agit de la même manière que les rêves. C'est ainsi que le monde imaginal, la production de l'imagination divine, c'est la Maya des hindous et des bouddhistes. Donc voici comment on contredit et on déconstruit le matérialisme spirituel du début. Donc il faut du temps, hein, pour recoller les morceaux et déconstruire et proposer une autre vision du monde. Et la spiritualité, qu'est-ce qu'elle nous demande? Le chemin spirituel consiste à sortir de cette Maya, à sortir de ce monde imaginal où nous vivons. C'est le premier élan de la divinité qui vectorise la matière pour nous manifester. Donc, nous avons été suscités par la conscience pour que nous puissions, à un autre tour, reproduire à notre échelle ce qui a eu lieu à l'aube des temps par la conscience cosmique, c'est-à-dire elle a médité sur elle-même, elle a canalisé son énergie, elle a amplifié, et grâce à cette amplification, elle a dégagé cette énergie dans son monde imaginal. Univers imaginal, traduction, l'univers est le fruit de l'imagination créatrice de la divinité. Donc l'imagination créatrice existe sur le plan cosmique et nous devons reproduire le même schéma. Pour l'instant, on rêve, spiritualité. Nous dormons, si vous voulez. On est en sommeil, en stand-by, on est mort. Puisque psychiquement, nous devons reproduire le schéma originel. C'est ainsi que les traditions vont nous proposer une mythologie, une illustration de la mise en forme du cosmos que nous devons reproduire à travers un langage symbolique, le mythe. La cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du cosmos, est le schéma que l'on doit répéter en soi. Et qu'est-ce qui est dit dans le schéma cosmogonique des traditions? L'univers a été créé en 7 étapes. Les 7 étapes de la création, c'est le fruit de l'activation de l'énergie de la conscience cosmique. L'énergie de la conscience cosmique a agi d'une manière septuple pour créer toute la réalité que nous percevons. Et nous devons reproduire ce schéma-là. Donc, le seuil en question dont je vous avais parlé tout à l'heure, lorsque la conscience cosmique médite sur elle-même. Et cette conscience cosmique qui médite sur elle-même commence à produire des réalités. Eh bien, il y a 6 étapes. Et ces 6 étapes sont une amplification de l'énergie au-dedans de la divinité, de la conscience cosmique, et le 6 est le seuil limite de l'implosion vers le dehors de cette réalité. Et l'imagination créatrice se déploie au dehors et crée toutes les réalités. Et nous résidons dans l'imagination créatrice de la divinité. C'est les 7 jours de la création que nous trouvons dans différentes traditions. Et en Inde, on va appeler ça les 7 chakras, qui est une amplification de l'énergie. Donc, du passage du 6 au 7 expose à notre échelle notre conscience et notre énergie diffuse. Et cette énergie diffuse doit être canalisée, puisque notre conscience est morte à elle-même. Et nous devons suivre le schéma réitératif du cosmos en amplifiant la matière. Pour quelle raison? Parce que la matière psychique est endormie. Et la matière psychique est que de l'énergie chaotique, comme l'énergie au commencement du monde l'était. Le chaos primordial, c'est notre chaos actuel. Et donc, pour faire sortir l'ordre et de l'organisation, nous devons réitérer le schéma premier du cosmos. Et donc, on l'organise à travers l'amplification de l'énergie intérieure qu'on va appeler le prana, et ensuite l'électromagnétisme, et ça va agir d'une manière sensible, tout ça. Et pour l'heure, nous rêvons, et notre imagination est dite passive. On rêvasse.
Et plus on médite sur nous-mêmes, plus on arrive à canaliser notre énergie en un point, plus on l'amplifie, plus notre imagination est capable de déployer des réalités subtiles et réelles. Donc à partir de là, on parle de médiumnisme, on va parler de parapsychologie et tout le reste, mais ce n'est qu'une amplification de cette énergie que nous déployons en nous-mêmes. Donc les notes, tradition des 7 étapes de la création, amplification septuple de l'énergie pranique. On parle de la Bible, des chakras, la Mésoamérique, le Coran et ainsi de suite. La conscience n'a ni dehors ni dedans. Nous flottons dans son espace imaginal. On continue et regardons bien maintenant le nombril humain et nous remarquons que le cordon ombilical suit un mouvement torique, suit un mouvement que nous connaissons, la spirale de Fibonacci. C'est le signe qu'en fin de compte, la croissance de l'embryon à l'intérieur du ventre de la femme est une manifestation solidifiée de quelque chose qui a déjà eu lieu ailleurs par rapport au monde fractal. Donc, la spirale de Fibonacci est une preuve tangible que nous provenons d'ailleurs parce que l'univers est fractal. Mais c'est la même chose pour notre mort. Lorsque nous mourrons, nous allons poursuivre la spirale de Fibonacci, c'est-à-dire l'énergie du cosmos, parce que nous sommes structurés par elle et nous dépendons d'elle. Traduction, il y a quelque chose après, parce que la spirale nous le montre de Fibonacci, de nature fractale. Donc voici le fœtus en train de se former, un embryon, et là c'est un bébé, vous le voyez, et voici l'embryon qui épouse parfaitement la spirale de Fibonacci, comme vous le voyez. On continue. Toute l'architectonique organique se structure et s'organise depuis le nombril. Là, vous avez le déploiement mathématique du nombre d'or, le golden ratio, que nous avons vu à travers la spirale de Fibonacci, parce que nous sommes le déploiement dans l'espace du temps et de la conscience cosmique et de l'imagination créatrice. On continue. Nous sommes géométrie. Et là, la main et les os se structurent de la même manière. Toute la psyché est structurée selon le même pattern cosmique. Là, je vous ai donné une image plus simple du torus. Ok. Et là, si vous regardez bien, vous avez un angle à partir du globe oculaire jusqu'à l'occiput, l'occipital, où va s'ancrer la colonne vertébrale, juste ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un angle, et cet angle, qui s'appelle l'angle de Landrette, et là, le sphénozoïde, cet angle-là, forme l'angle de l'angle d'or dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que notre évolution suit, suit le mouvement même de la spirale de Fibonacci. Donc, nous sommes géométrie. Et la géométrie est un langage symbolique également. Et nous vivons maintenant dans un univers théophanique, c'est-à-dire que la divinité se révèle à travers la matière. Nous vivons dans un univers imaginal, un univers fractal, un univers géométrique, il y a un univers énergétique et ainsi de suite. La conscience cosmique se déploie en elle-même à travers son propre miroir intérieur, c'est-à-dire son imagination, et déplie ses pensées sur la surface noire de l'espace. Alors, cette note est importante parce que nous faisons ça, nous rêvassons, nous sommes ça. Lorsqu'on commence à activer nos pensées, canalisées et orientées vers une méditation pour que notre énergie puisse s'amplifier, se canaliser et se condenser en un point, on commence à ressentir une énergie à l'intérieur de nous, dit le prana, pranique, qui va commencer à se faire image. Et cette énergie commence à se faire image, mais pour l'heure, notre énergie n'est pas encore suffisamment amplifiée. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, cette énergie va se déployer en différentes images qui est passive pour l'instant, qui sont passives. Et ensuite, ça s'amplifie. Et plus on canalise,
plus je projette au dehors une réalité dite active, l'imagination active. Qu'est-ce que cela veut dire pour un homme spirituel? Ça veut dire que l'homme non en chemin, c'est un homme qui a une énergie disséminée, éparpillée, non canalisée, c'est le chaos primordial. Dans les traditions, on appelle ça un mort ou quelqu'un qui est dans un tombeau. Ensuite, lorsqu'on commence à avoir une forme de réveil intérieur, on commence à sortir de son propre endormissement, de son propre rêve, de ce rêve cosmique, de cet univers imaginal, et on commence à se réveiller. Et c'est ça le sens réel du réveil ou de l'éveil, c'est qu'on prend conscience que nous rêvons, cette réalité-là, nous rêvons, comme nous prenons conscience lorsque nous sommeillons et nous faisons un rêve. Et lorsqu'on se lève, on se dit: «J'ai rêvé». C'est de la même intensité, cet éveil. Tant que nous ne percevons pas concrètement l'autre monde, hein, subtil, invisible, nous sommes encore sous le joug du rêve cosmique et de notre propre rêve. Donc le chemin spirituel consiste à sortir de ce rêve cosmique et d'une autre pour s'éveiller à la réalité suprême, celle du monde archétypal et du soi. Et c'est ça le chemin spirituel. Le chemin spirituel consiste à reproduire le même schéma du cosmos, à sortir de sa gangue de l'endormissement, à éveiller l'énergie, à l'amplifier et à s'apercevoir qu'il y a d'autres réalités sous-jacentes et subtiles à ce monde. Et au fur et à mesure, on commence à éclore à la réalité ultime. Et ça se joue au sixième chakra dans les traditions hindoues et bouddhistes, et ça se joue au sixième jour dans les traditions sémites. C'est pour cela que l'amplification au nombre 6 est le seuil limite de l'imagination libérée et l'homme libéré. Là, vous remarquez bien qu'il y a une corrélation entre spiritualité, physique et tout le reste. Le réel est une projection des pensées divines. Nous sommes ces mêmes pensées qui se sont condensées. L'immanence est simultanément transcendant, apparition de l'indicible, et là, qu'est-ce que nous découvrons? Univers symbolique. Donc le transcendant n'est pas isolé, cette divinité loin de nous. Au contraire, cette transcendance se déploie à travers le temps et l'espace pour se rendre immanence, pour se révéler. Et à chaque étape, elle dévoile un univers symbolique. Réitération du processus divin à l'échelle humaine, le pouvoir de l'imagination créatrice. Et là, vous pouvez vous rendre compte que la capacité de modifier la matière dépend de notre capacité de maîtrise de notre propre énergie intérieure. Ça veut dire que notre capacité à canaliser notre énergie définit notre capacité à modifier notre propre espace psychique, corporel et environnement immédiat. Donc, plus notre conscience a conscience d'elle-même et a la capacité d'accumuler de l'énergie, plus elle a la capacité d'agir sur la matière. Et c'est là la structuration de l'énergie qui permet de comprendre, d'une part, au plan endormi, tout ce qu'on appelle le paranormal ou le parapsychologique est endormi et inerte, puisque c'est une énergie endormie. Et au fur et à mesure, ça s'éveille et ça se déploie avec la conscience. L'énergie permet d'activer ceci et le médianisme se déploie. La capacité d'intuition se révèle, de percevoir, clairaudience, clairvoyance, et on se déploie comme ça dans un espace vertical. Et dans ce déploiement intérieur, ce qu'il se passe lorsqu'on arrive au nombre 6, hein, dans ce seuil limite, l'espace-temps se condense et là, on est dans l'état visionnaire et de contemplation où on est capable de modifier toute la matière à notre image. Tout ça, c'est un jeu d'énergie, si vous remarquez bien. Tout ça, c'est un jeu d'énergie. Donc, tout le paranormal, tout le parapsychologique s'explique dans ce schéma. Maintenant, on va terminer par l'alchimie interne en Chine. Ce que vous observez là, c'est l'énergie disséminée, et il y en a 12. Image, bien sûr, des 12 signes du zodiaque. À l'intérieur de nous, il y a un feu. Et ce feu, c'est la lumière originelle. Mais ce feu, c'est un chaudron, comme vous pouvez le voir en Chine.
Et dans ce chaudron, eh bien, il faut y déposer l'énergie. Ce qu'il va falloir faire, c'est absorber toute l'énergie disséminée, ça c'est l'homme lambda, l'homme mort, pour accumuler d'une manière intensifiée ce feu qui se situe juste derrière le nombril. Si vous comprenez bien derrière le nombril, on en avait parlé tout à l'heure, et à l'intérieur, l'intensité va augmenter. Et ensuite, ce feu va se déployer parce qu'il est rétroactif. Et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette accumulation dans l'alchimie intérieure en Chine? Il va y avoir la naissance de l'enfant divin. Et ce qu'il y a, c'est qu'on parle du chi cosmique qui se présente partout, au chi cristallisé qu'on va mettre à l'intérieur de ça. La première image est celle-ci. L'homme de lumière et immortel est en cours d'élaboration. Et là, vous regardez un petit embryon à l'intérieur même du chaudron, du feu et du cœur. Là, c'est derrière le nombril. Et ce qu'il se passe, c'est que cet enfant va croître à l'intérieur de nous. Et cet enfant qui va croître, c'est notre véritable lumière qui commence à se déployer. C'est notre soi qui commence à naître. Et ce soi qui va se cristalliser, se solidifier, va naître derrière notre nombril. Pourquoi le nombril? Eh bien, comme on l'a vu pour la naissance tout à l'heure, où il y a une spirale de Fibonacci pour la naissance de l'enfant, l'énergie du cosmos passe par le nombril pour la deuxième naissance spirituelle. C'est le point de contact de l'énergie du vide et le monde manifesté. Et donc, lorsqu'on médite, on médite souvent vers le nombril, on canalise l'énergie vers le nombril pour trouver le centre et sentir le feu intérieur parce que tout va naître ici et on va canaliser et nourrir cet enfant en canalisant et en amplifiant cette énergie. Et cet enfant va croître comme un bébé, comme on l'a vu précédemment, réitératif, à un seul schéma qui explique tout. Alchimie interne en Chine qu'on appelle le Neitan, le montre suffisamment. Une fois que cet enfant commence à naître, il va commencer à se déployer, c'est toujours un bébé au-dessus d'un nuage là comme vous voyez, il va se déployer au-dessus de la tête, mais ça va être toujours cet état, enfantin et là, l'énergie commence à se solidifier, se matérialiser, l'imagination commence à se structurer et la naissance du cosmos en soi commence à se faire et regardez bien, cet enfant-là commence à réfléchir et se penser et déployer le cosmos en lui. Nous reproduisons le schéma de la création comme je vous l'ai signalé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le corps physique va naître la lumière intérieure, ce feu dont on a parlé. Et cette lumière intérieure, elle va croître et développer ce petit enfant qui va devenir le corps énergétique. Et ce corps énergétique, c'est le corps astral dans nos traditions. Et ce corps astral, et quand n'est qu'une étape encore, puisqu'après, il va falloir encore canaliser cette énergie jusqu'à arriver au point sixième, parce que là, on est dans l'énergie qui commence à se formaliser, on est dans les 6 premières étapes. À partir du 6, la lumière spirituelle et l'imagination créatrice est complètement activée et libérée. Et nous avons le corps spirituel, ce qu'on appelle le corps de lumière. Ça, c'est l'homme originel, et ça, c'est ce que nous sommes et vous avez le chemin spirituel. Le chi, le prana, symbolisé par l'énergie féminine en Shakti dans l'hindouisme et le bouddhisme. Et regardez bien, ce que vous voyez là, ce Bouddha, c'est la conscience et l'énergie masculine du cosmos. C'est notre conscience. Quand cette conscience commence à canaliser son énergie, eh bien l'énergie de la matière tout entière est symbolisée par Shakti, qui veut dire énergie en mouvement. Et cette énergie, c'est une féminité. Et donc, ce qu'on essaye de présenter derrière cette image du bouddhisme, l'accouplement entre Bouddha et la Shakti, c'est lorsque la conscience commence à méditer sur elle-même et canalise son énergie. C'est le symbole. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la matière exprimée est un langage symbolique. Nous y sommes. Ce que nous avons vu au départ d'une manière physique, mathématique et autre, est exprimé ici de manière symbolique. Et ensuite, cet accouplement, il va falloir amplifier cet accouplement et c'est ce qui se passe. L'image première est là,
Bouddha médite, il commence à s'accoupler à elle et cette énergie Shakti de la matière permet de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'ils sont nus. Les choses sont à nu et révélées. Donc voici les 3 étapes d'amplification de la matière et la matière, c'est que de l'énergie et cette énergie est symbolisée par une féminité dans les traditions et l'accouplement entre la conscience et la matière permet d'activer cette énergie et lorsqu'on parle d'accouplement, on parle d'une méditation intérieure. C'est une relation intérieure pour retrouver cette unité première qui est retrouvée à travers le 6e chakra, justement, et vous allez le voir, c'est le point de basculement. La conscience accumule l'énergie cosmique et permet de faire émerger une fluctuation des états de conscience de plus haute vélocité. Et là, vous le comprenez, encore une fois, Bouddha est l'énergie en accouplement qui produit par l'imagination créatrice toute la réalité est la seule qui existe, celle du soi. Elle retourne à son point originel. Sortie du monde onirique, sortie du monde imaginal, elle est vivante. Réitération de la création en soi-même, comme une nature entre la spirale de Fibonacci et l'énergie féminine. Et là, vous avez le schéma de l'énergie, hein, dans les chakras. Ça, c'est le 6e chakra qui s'intitule Ajna, ou le 3e œil, qui est situé juste ici et qui produit la seule réalité qui est. L'énergie est parfaitement déployée comme l'univers est déployé. C'est ici. Et là, c'est la même chose. L'énergie augmente, augmente, arrive à un point culminant où à partir de là, l'univers se déploie et l'homme est complètement libéré du rêve cosmique. Et nous voici libérés. Nous sommes un homme entièrement libéré et nous percevons la seule réalité qui est le, la réalité suprême, le soi, et nous ne sommes plus sous le joug d'un rêve personnel, de l'imagination de la divinité, mais nous avons réitéré la création et nous avons devant nous la seule chose qui est la lumière cosmique. Et nous sommes complètement éveillés. Voici terminée la présentation, hein, et il est l'heure pour que je puisse lire ces questions-là. Donc je vais les lire dans l'ordre présenté. OK. Alors, il y a Véronique, qui me pose la question: «Ces différentes échelles de réalité, peut-on les appeler, les différentes dimensions?» Oui, on peut les appeler simplement les dimensions. Donc à partir de là, il y aurait 7 dimensions, en sachant que la dernière, la 7e, est la réalité suprême. C'est celle de l'esprit, comme on vient de le dire, archétypale et la plénitude de l'imagination créatrice. Il n'y a que ça et l'homme est divin, est devenu immortel à ce niveau-là, mais auparavant, il est en chemin. Oui, on peut en parler, de cette manière-là, tout à fait. Riku qui est parti, mais je lui réponds. Il disait: «Tout est un», tout à fait. Encore Véronique, «C'est ce que recherchent les derviches tourneurs», tout à fait, tout à fait. N'importe quel, médiateur, là on parle de derviche tourneur, médiateur, pourrait jouer ce rôle d'amplification de l'imagination créatrice et de libération. Là, j'ai présenté le bouddhisme et l'hindouisme, j'ai présenté également le taoïsme à travers l'alchimie intérieure, mais toutes les traditions parlent de la même chose, à travers le même séquençage, le chiffre 7, et à travers le même modèle, le cosmos, cette création et cette étape. Mmh. Et du coup, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la fameuse tradition de la table d'émeraude, donc univers fractal connu depuis l'éternité. Très bien. Et il y a Christine, les lettres hébraïques font-elles partie du monde archétypal? Oui, complètement. Ce sont des idées, justement. Ce sont le plan d'organisation des idées. Complètement. Ces lettres hébraïques vont structurer toute la matière, hein. Et donc, oui, c'est c'est la même chose que les idées platoniciennes, par exemple, ces lettres hébraïques. Exactement pareil. Et à partir de là, l leur mise en forme et leur mise en mouvement et l'énergie déployée expliquent tout ce qu'on vient de dire à travers la tradition kabbalistique, bien sûr, hein. Et la première lettre, celle de l'énergie, celle du feu, c'est le shin, hein, c'est le shin. Le donc chacun explique ce feu, explique cette lumière qu'il va falloir condenser à sa manière, à sa manière. Voilà, c'était la dernière question. Donc si vous avez
d'autres questions, n'hésitez pas. Les hiéroglyphes aussi, alors oui, oui, Aurélie, tout à fait. Alors, en Égypte, on appelle les hiéroglyphes, parce que hiéroglyphe, c'est en grec, hein, hiéroglyphos, écriture sacrée, ça veut dire ça. En égyptien, on dit Medu Neter. Medu Neter. Neter, les Neteru, c'est les divinités, ce qu'on appelle les dieux chez nous. En égyptien, ça se dit Neter. Et Medu, c'est écriture, hein, c'est l'écriture des dieux. C'est l'écriture sacrée hiéroglyphe. Et les Medu Neter, pour les anciens Égyptiens, c'est exactement la même chose que les lettres hébraïques pour le monde de la Kabbale. C'est-à-dire que la mise à disposition de la matière est c'est une mise en hiéroglyphe et une écriture des dieux à travers des hiéroglyphes imagés et illustrés à travers des choses vivantes qui vont être symbolisées dans une écriture idéographique. Donc oui, c'est la même chose, c'est la même idée. Alors Netcheru, ça veut dire énergie. Ça ne veut pas vraiment dire Dieu en ancien égyptien. On est plus en lien avec l'énergie de la nature, l'énergie du cosmos. Et cette activation de l'énergie du cosmos se déploie à travers des images divines, les divinités égyptiennes. Tout à fait, tout à fait. C'est la même chose en Inde, hein. En Inde, on parle de la même chose, hein. On va parler de Devanagari, c'est-à-dire l'écriture hindoue, ça s'appelle Devanagari. Deva, ça veut dire Dieu. Nagari, c'est demeure, la demeure des dieux. Donc ça rejoint les Medu Neter des anciens Égyptiens, l'écriture des dieux et la demeure des dieux. Et on voit très très bien que nos ancêtres ne pensaient pas comme nous. Et l'écriture et le langage étaient vécus à travers tout ce que l'on vient de dire. Tout à fait. C'est une forme de cabale chez ces deux grandes civilisations. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère, que vous avez pu, saisir un peu, ce condensé parce que c'était assez délicat de vous expliquer tout ça en 2 heures. Donc Christine, les mémoires de vie passées obéissent-elles au rythme de spirale et nous reviennent cycliquement dans la vie actuelle? Alors, c'est la réincarnation ou les mémoires de vie passées obéissent-elles en spirale? La réincarnation, oui, oui, oui. Alors, le schéma de la réincarnation obéit au même principe. Les anciens appelaient ça la loi cosmique. Le dharma en Inde et dans le bouddhisme, Ma'at en Égypte ancienne, Asha en Perse, chaque culture avait son mot pour définir tout ce dont on vient de parler, hein, pour expliquer qu'il n'y a qu'une loi qui exprime et structure toute la réalité, et même la loi de la réincarnation obéit à la même loi. L'énergie en mouvement, torique, qui ne cesse de revenir. Le but du chemin spirituel, hein, sortir du monde, je dirais, de la création, on est dans le schéma du 6, selon les traditions. Sortir pour rentrer dans le monde du 7, c'est se libérer vivant. C'est se libérer entièrement de la roue des réincarnations. C'est la raison pour laquelle tu trouveras dans la roue de réincarnation, qu'on appelle le samsara, 6 cases. Et les 6 cases expriment les 6 états de la réincarnation dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Et au milieu, tu vas trouver le mouvement de l'énergie dans le bouddhisme, 3 énergies, et dans l'hindouisme également, il y a les 3 gunas. Et au centre, tu vas trouver l'origine, le point d'accès pour sortir de la roue des réincarnations, le 7. Le 7 est réellement la voie de sortie. Ajna, imagination créatrice, comme je viens de l'expliquer. Vos explications sont toujours très riches et très claires. Encore merci. Merci infiniment, Véronique. Très belle soirée à toutes et à tous. De même, merci beaucoup, c'était clair et la progression spiralaire des propos permet de bien comprendre. Merci infiniment. Prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt. Au revoir à tous.